Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui étaient présents lors de notre dernier webinar, comme vous avez pu le constater, il y a eu un petit incident technique qui a fait que les 5 premières minutes n'ont pu être enregistrées pour notre replay. Or, on sait que le replay est quand même très attendu et très apprécié, déjà par les personnes qui malheureusement n'ont pu se rendre disponibles pour le webinar, mais aussi pour ceux qui auraient loupé le début ou tout simplement qui veulent revoir quelques moments du webinar. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de réenregistrer la partie introductive pour que le replay ait du sens et que du coup vous ayez toutes les billes pour comprendre tout ce qui s'est dit. Donc pour résumer, donc ce webinar était divisé en 3 parties. La première partie était réservée à la présentation des résultats chiffrés du T3 2020 de Club Funding. Donc, en première partie, effectivement, on vous a expliqué tout ça. Pourquoi on l'a fait de cette façon? Tout simplement parce que, effectivement, d'habitude, on vous envoie des rapports par mail, etc. Mais vu la situation, le contexte, on s'était dit que c'était quand même mieux de prendre la parole pour vous présenter tout ça. La seconde partie était, quant à elle, sur, pour faire un état des lieux pardon, du marché de l'immobilier. Donc là-dessus, on a eu la chance effectivement d'avoir François Alain Kern qui a pu répondre à vos questions, également Gauthier. Donc ça sera vraiment l'objet de la seconde partie. Et enfin, la troisième partie, c'était pour vous présenter les nouveautés Club Funding, à la fois les nouveautés qu'il y a eu sur la plateforme, donc les optimisations par rapport à l'espace club, etc. Mais également pour vous présenter la société de gestion qui a été lancée récemment, donc Club Funding Asset Management, et le nouveau fonds, donc le premier fonds, un FCPR. Donc ça sera la troisième partie de ce webinaire. Pour ce webinaire, j'ai eu la chance d'être accompagnée par tout d'abord effectivement François Alain Kern, qui est à la fois membre du comité Club Funding, un ancien banquier, mais et courtier en financement, pardon, courtier en financement. Ensuite, j'avais effectivement David Enouchi que vous connaissez, qui est donc directeur général de Club Funding, mais également président de Club Funding Asset Management. J'avais également avec moi Gauthier Allard que vous connaissez également, qui est donc notre directeur corporate en charge des relations avec les entreprises. Et enfin, Maxence Macheret, qui était également présent et qui est donc en charge des relations investisseurs. Euh, la première partie, donc il manque une petite minute, donc vous allez arriver là tout de suite sur une slide qui récapitule un petit peu tout ce qu'on a dit. Donc en définitive, ce qui va être dit, c'est que effectivement il y a eu un léger ralentissement sur la période du Covid. Néanmoins, les signaux sont plutôt positifs. Donc, je vous laisse découvrir tout de suite la première partie et du coup, bon visionnage. Donc voilà un petit peu l'impact pour Club Funding du confinement essentiellement et des premiers signes du Covid et de l'impact sur les entreprises. Donc voilà, une croissance ralentie, 25% contre 100%, mais finalement quand même des bons signaux pour les investisseurs. Euh, Peut-être qu'Émilie, on peut parler des chiffres du troisième trimestre et des chiffres de façon générale sur Club Funding. Tout à Euh, fait, je te mets à la slide suivante, comme ça tu vas pouvoir effectivement en parler. ouais. Alors, je pense que le premier point qu'on voulait mettre en avant, c'était Alors, on est assez fiers de dire qu'aujourd'hui, Club Funding, et depuis 2 ans maintenant, est la plateforme numéro un de crowdfunding en France, à la fois en financement immobilier ou financement PME. Voilà, on fait les volumes les plus importants du marché, toujours avec zéro défaut. Et surtout le taux de rendement le plus élevé du marché. Donc ça, on en est vraiment fier puisque le rendement pour les investisseurs, c'est vraiment notre obsession et le suivi et l'accompagnement des entreprises également. Donc vous voyez dans le graphe en haut à gauche un petit peu la progression des chiffres Club Funding. Donc 2020, on est
on n'est pas encore, il y a une partie grisée parce qu'on est aux trois quarts de l'année. Donc, voilà, une forte croissance qui a été un petit peu ralentie en 2020. Donc, on a fait à peu près 80 millions d'euros en 2019, donc contre 27 ou 28 pardon, en 2018, donc quasiment x3. En 2017, on avait fait 12. Donc voilà, x3 chaque année. En 2020, on visait 150 millions d'euros. Nous devrions finir entre 100 et 120 millions d'euros. Voilà. Gauthier, lui, nous dit plutôt 100, mais nous, on est plutôt Non, non, je l'ambition de confirme, dire 120. les 120 millions sont proches. Bon, ok. Donc voilà, on va arriver à 120 millions. Vous voyez également une augmentation du nombre de dossiers. Donc cette année, on finira à peu près à 120 dossiers également, puisque nous avons augmenté le ticket moyen par dossier qui est passé à 1 million d'euros. L'année dernière, il était plutôt à 800 000 et les années précédentes à 500 000. Voilà, donc on arrive, je pense, dans une phase un peu de maturité de notre modèle. Club Funding est rentable depuis le début de son activité, hein, puisque nous n'avons pas fait de levée de fonds en equity, mais voilà, on a notre société crée de la valeur chaque année et a une rentabilité économique et financière. Voilà en quelques mots sur le nombre de projets financés. Donc voilà, la croissance au troisième trimestre, nous avons réussi à rattraper un petit peu la croissance que nous avions au premier trimestre, puisque nous visons, enfin, pardon, nous avons eu à peu près 100% de croissance au troisième trimestre. Je suis en train de reprendre les chiffres. Nous avons fait au troisième trimestre 27 millions de levées contre 15 millions au troisième trimestre 2019. Donc, ça fait à peu près une croissance de 100%. Donc, voilà, nous avons retrouvé les chiffres de croissance avant la crise du Covid. Voilà, et pour résumer un petit peu, c'est le paragraphe du bas, nous avons, depuis la création de Club Funding, un taux de rendement pour les investisseurs de 9,7%. Ce taux, encore une fois, hein, c'est plus un taux espéré maintenant, c'est vraiment un taux qui a été réalisé, du moins sur les 110 premiers projets nous avons remboursé. Nous sommes le numéro 1 en termes de rendement par rapport à nos concurrents. Vous voyez que le taux de marché est plutôt de 9,4%. La maturité moyenne des projets est restée stable à 18 mois, donc ce qui donne une certaine forme de liquidité pour les investisseurs. C'est un produit finalement assez court où l'argent est engagé sur une période limitée. Donc voilà, un support d'épargne assez dynamique pour les investisseurs. Je pense que, autre point important, vous avez vu que les garanties que nous tentons de mettre sur l'ensemble des projets, elles sont de plus en plus solides. Je pense que François pourra en témoigner qu'en comité, on est de plus en plus dur sur les dossiers. Vous avez sûrement vu qu'on met de plus en plus d'hypothèques de premier rang, inscrites ou non inscrites, mais en tout cas, on va sur de la garantie réelle. Donc voilà, c'est la marque de fabrique de Club Funding. Donc voilà, pour résumer, leader en volume d'activité, c'est extrêmement immodeste, mais bon, parfois il faut le dire. Donc, leader donc sur le taux en termes de volume, et on essaye évidemment d'être les meilleurs en termes de garantie pour nos investisseurs. Voilà en quelques mots. Du coup, Émilie, je vais passer la main. Vas-y, Émilie, vas-y, pardon. Peut-être sens sur la deuxième partie concernant les investisseurs. C'était ça dont tu parlais, David? Oui, tout à fait. Ouais. C'était de dire peut-être les chiffres investisseurs, Maxence peut les présenter. Ouais. Ouais, pas de problème, avec plaisir. Donc effectivement, on a recoupé pas mal de données en fait issues de la plateforme et le but c'est à vous investisseurs donc justement de de vous donner un état des lieux en fait où on en était donc sur nos nombres d'inscrits, le nombre d'investisseurs,
les nouvelles inscriptions, donc les intérêts qui ont été versés depuis le début cette année, la durée des collectes. Donc le point, il va être à la fois sur, c'est-à-dire qu'on va recouper deux données, les données depuis le début de l'année et celles, on va également se concentrer sur le troisième trimestre qui nous intéresse également. Donc par rapport aux nouveaux inscrits, en fait, c'est vrai qu'on l'année 2020, bon, avec les difficultés du Covid, on pourrait penser que c'est une année difficile. Donc enfin, effectivement, c'en est une. Mais finalement, comme Club Funding a confirmé une position de leader fin 2019, on a eu beaucoup de nouveaux inscrits sur l'année 2020. Donc peut-être qu'on en aurait eu encore plus avec une année 2020 vraiment dynamique. Mais en tout cas, les chiffres montrent qu'on confirme justement cette position de leader. Donc c'est 1500 inscrits depuis 2020, dont 500 sur le troisième trimestre. Et ce qui représente quand même une augmentation de 50% de nos investisseurs sur l'année par rapport aux investisseurs que l'on avait jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment une belle donnée et ça montre que les investisseurs sont au rendez-vous, que vous recommandez aussi justement la plateforme auprès de vos proches. On le voit, on a quand même beaucoup de demandes de parrainage, de nouvelles personnes qui s'inscrivent et qui souhaitent participer au projet. Donc on le verra, ça a aussi un effet forcément sur la durée des collectes qui a réduit. Pour vous d'abord vous parler des intérêts qui ont été générés, donc il y a eu 5,8 millions d'intérêts reversés à nos investisseurs depuis le début de l'année, dont 2,5 millions sur le troisième trimestre. Donc c'est une augmentation tout simplement de plus 100% par rapport au troisième trimestre. Et si on rapproche depuis 2015, il y a eu 13,4 millions d'euros qui ont été versés. Donc si on regarde les 5,8 millions sur l'année, ça représente quand même pas loin de 50%, c'est 40% environ des intérêts qui ont été reversés depuis le début de la création de la plateforme. Ce qui s'explique parce que 2019, on a eu une année record en termes de collecte et donc maintenant tous les intérêts se ressentent cette année et ne vont faire qu'augmenter. Sur la durée des collectes, donc David effectivement avait déjà évoqué ce point en amont. Donc on observe effectivement sur l'année que la durée moyenne des collectes est de 4 heures. 1h50 sur le troisième trimestre, sachant que ce chiffre, effectivement, n'est pas forcément représentatif parce que, vous le savez très bien, il y a des collectes qui vont se faire en à peine quelques minutes, on l'a vu, et à l'inverse, d'autres qui vont se faire en plusieurs heures, plusieurs jours. Donc c'est pour ça que ça vous donne une durée moyenne qui est d'1h50. En réalité, l'écart type entre les collectes est très important. Mais ce qui s'explique par cette grande communauté d'investisseurs qui est venue. On a effectué quand même pas mal de remboursements aussi au cours de l'année 2020, pas mal de projets qui sont arrivés à terme. Donc, nos investisseurs étaient en demande. Et également, comme les marchés inquiètent quand même pas mal, hein, beaucoup d'investisseurs se sont davantage concentrés sur le crowdfunding immobilier qui aujourd'hui continue à donner une rémunération constante. Lorsqu'on vous indique un taux de 9 ou de 10% sur un dossier, vous savez que tous les mois, ce capital vous est reversé sans mauvaise surprise. Donc c'est aussi pour ça qu'on rencontre ce succès et donc forcément que la durée des collectes vient à se réduire compte tenu de cette grande communauté. Merci beaucoup, Maxence. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient de se dire ou est-ce qu'on peut passer à la partie 2? Oui, Émilie, moi j'ai juste un point Oui. par rapport à ce que disait Maxence, que les investisseurs nous disent, c'est vrai que tout à l'heure j'ai présenté donc le taux moyen de 9,7% et Maxence me disait avant le webinar que c'est vrai que les investisseurs nous disent avant vous étiez à 10% et maintenant vous avez baissé, vous êtes plutôt à 9,7, 9,5. Donc, Maxence, je sais que tu as souvent cette question. Du coup, est-ce que tu peux un petit peu expliquer aux investisseurs comment se fait-il que les taux baissent en affichage?
Bien sûr, ouais, effectivement, merci de relever ce point. C'est vrai que vous êtes beaucoup à relever le fait qu'on a de plus en plus de projets à 9%. Bon, donc comme le disait David, malgré tout, on reste quand même les plus rentables. Et ça s'explique en fait du fait qu'aujourd'hui, on a quand même on a évolué en termes de projets présentés, hein. C'est vraiment souvent des projets de grande envergure avec des grandes signatures, ce qui fait qu'on a des garanties qui sont vraiment importantes derrière. Donc forcément, en contrepartie, le taux distribué est un peu moins élevé parce qu'il y a des plus belles signatures derrière, mais aussi le crowdfunding a fait ses preuves, c'est-à-dire que le taux de défaut, ben, on le voit chez nous, il est de 0%, même de manière générale dans le crowdfunding immobilier, il est quand même très faible, ce qui fait que le crowdfunding a vraiment fait ses preuves et donc le ratio, on va dire, rentabilité-risque est très élevé. Et donc, c'était normal qu'il diminue légèrement, si je puis dire. Et Ouais. on peut rajouter peut-être un facteur. C'est dans les projets financés, il y a beaucoup de projets récurrents, de clients qu'on finance à plusieurs reprises et des clients qui nous ont déjà remboursés également. Donc, à partir du moment où les clients nous ont remboursés, il y a plus de confiance qui s'installe. Et du coup, sur les futurs projets, parfois, on price le coût du risque à un taux plus faible, ce qui explique aussi que la rentabilité pour les investisseurs peut diminuer un petit peu. Ouais. J'ai peut-être deux points aussi qui expliquent ou qui accompagnent cette baisse des taux. C'est on a de plus en plus de projets courts. On a vu pas mal de projets de 9 mois, 6 mois, où on est vraiment sur des bridges de financement avec un refinancement de fonds propres sur une opération complètement dérisquée. Donc forcément, sur ce type de projet, le taux est plus faible. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est la qualité des garanties qu'on tente de mettre en place sur les projets. Elle a quand même tendance à augmenter avec une multiplication, notamment, je le disais tout à l'heure, des hypothèques de premier rang ou de second rang, inscrites ou non inscrites. Donc, tous ces paramètres font que finalement, les taux baissent un petit peu, mais comme le disait très justement Maxence, le rendement qui est associé au risque est plutôt bien, voire très bien payé. Oui, oui, je Merci. confirme. Merci à tous. Je vais me permettre d'arrêter de partager mon écran, comme ça on va pouvoir passer à la seconde partie. Et puis moi, je vais retrouver une connexion Internet à peu près potable, parce que là, c'est vrai que ça rame chez moi. J'espère que vous m'entendez quand même assez bien. Hop, super. Alors, du coup, je vais passer à la seconde partie. On reçoit en même temps des questions en live, donc je vais essayer de les caler aussi dans cette seconde partie, sachant que l'idée, c'est quand même qu'on termine avant 17h, parce que comme vous le savez, il y a quand même une collecte à 17h, donc on veut pouvoir vous libérer à ce moment-là. Alors, je vais m'adresser d'abord peut-être à François Alain. On a reçu une question d'un investisseur sur laquelle vous pouvez à laquelle vous pouvez peut-être répondre. Alors, c'est un investisseur, donc c'est Benoît qui nous demande quel est votre point de vue par rapport au marché immobilier. Est-ce qu'il existe aujourd'hui, à cause justement de la crise, des disparités et des tendances en fonction des différents actifs, notamment commerce, bureau, résidentiel? Oui, tout à fait. C'est vrai que la période de confinement, de déconfinement qu'on a vécu est quand même une première dans notre pays, hein. C'est la première fois qu'il nous arrive une pandémie et c'était effectivement pour les acteurs de l'immobilier un élément très important à gérer sans aucun référentiel. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu navigué à vue. Ce qui s'en dégage aujourd'hui quand même, c'est que le marché résidentiel reste quand même très stable puisque selon seloger.com, on a une augmentation du prix moyen en France de 5,4% par rapport au 1er janvier 2020. Donc, malgré cette crise qui dure depuis 6 mois maintenant, on a quand même une augmentation des prix de 5,4%. Et on anticipe, enfin, les professionnels anticipent, selon les différentes études qu'on a pu consulter, une baisse au niveau du résidentiel qui serait plafonnée à 5%. Donc, on voit que le marché résidentiel aujourd'hui résiste quand même très bien. Il résiste d'autant plus dans un marché où, au troisième trimestre, pour vous donner juste un ordre de grandeur de la baisse des transactions, toujours selon le site seloger.com, on a assisté à une baisse de 62% des transactions au troisième trimestre 2020. Donc, ça a quand même un très, très fort impact. Néanmoins, dans ce marché qui peut paraître, dans cette ambiance qui peut paraître très morose, on constate une grande résistance du marché résidentiel au niveau national.
Au niveau des commerces, alors là, on va être rentré sur des marchés plus spécifiques. Bah, tout dépend des villes. Effectivement, vous avez des petites villes de province qui ont vraiment subi de plein fouet le Covid avec des fermetures de commerce, qui n'avaient pas la trésorerie pour tenir 6 mois, malgré les aides de l'État qui ont été quand même, il faut le reconnaître, assez exceptionnelles. Mais bon, quand vous êtes court en trésorerie, bah, vous êtes court en trésorerie. Et si vous êtes lâché par vos partenaires bancaires, bah, à un moment donné, voilà, on arrive à des redressements, voire des liquidations judiciaires. Alors, ça concerne principalement du commerce quand même traditionnel. Il faut reconnaître aussi qu'un certain nombre de commerçants n'ont pas vu arriver, je dirais, un nouveau monde avec le numérique, avec toutes ces évolutions. Et c'est vrai qu'il y a des petits commerces traditionnels qui étaient je dirais, en chiffre d'affaires maximum et en plafonnement, qui n'ont pas résisté à ces 6 mois de fermeture, ce qui est bien logique. Et même au niveau des grands franchiseurs, on voit leur développement complètement stoppé. Je lisais encore un article ce matin au niveau de la société Gap qui avait décidé de fermer tous ses points de vente en France, qui représentent quand même 120 points de vente. Donc, ça n'impacte pas que les petits, même les gros. Donc, c'est sûr qu'il y a des répercussions qui peuvent se ressentir, je pense, assez immédiates sur oui, tout à fait. Oui, ça touche effectivement le petit commerce, mais également des grandes marques, des grandes chaînes. Effectivement, on a vu quelques dépôts de bilan assez importants en France. C'est vrai que, alors, pour vous situer également dans ce qui se passe auprès des banquiers dans les comités engagement, il faut que les investisseurs sachent qu'effectivement, on va regarder les encours, enfin, les banquiers vont regarder les encours sur le porteur de projet, mais il y a systématiquement pour les investisseurs un détail qui est fait sur le risque locataire. Donc ça, c'est peut-être un point qui n'est pas connu par vos investisseurs, mais il y a une double approche des comités, à savoir quel est le risque du porteur de projet en fonction de ses bilans, de sa capacité financière, de son expérience et de son historique auprès de la banque. Mais vous avez également un état qui est fait de manière systématique sur le risque locataire, sur le même porteur de projet. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir. Et effectivement, les banquiers actualisent de manière régulière les chiffres d'affaires des différentes sociétés locataires pour voir si à un moment donné, il ne faut pas freiner les financements, non pas du fait d'un porteur de projet qui ne tiendrait pas la route, mais du fait d'un locataire qui peut être défaillant. Et on va intégrer dans les raisonnements le délai de relocation, le prix de relocation en fonction du marché à un instant T. Donc voilà, c'est des éléments qui sont aussi pris en compte, notamment par les partenaires bancaires. Au niveau des commerces, et notamment dans les grandes villes, et je pense principalement à Paris, puisqu'on a quand même, on voit des dossiers chez Club Funding qui sont principalement centrés sur Paris et la première couronne. Là, comme d'habitude, on va rester sur l'immobilier, à savoir la qualité de l'emplacement. Est-ce que le bien est banalisable? Est-ce que le bien va se relouer dans des conditions satisfaisantes? Donc voilà, c'est une approche qui est vraiment cas par cas. On ne peut pas dégager de grandes lignes. Les professionnels ont quand même l'air de dire que sur le commerce, on aura des décotes qui seront entre moins 10 et moins 30% au niveau des prix. Tout ça reste à vérifier quand même. Il faut être très prudent et très humble par rapport à cette période qui est un petit peu spécifique. Et au niveau des bureaux, alors se posent beaucoup de questions. Effectivement, c'est vrai qu'on est en train de voir une mutation dans les entreprises avec le télétravail qui semble prendre de plus en plus de place. Néanmoins, le télétravail n'est pas possible pour tous. Et puis, le télétravail n'est pas forcément quelque chose qui plaît à tous les chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise aime bien avoir ses équipes à ses côtés et les équipes elles-mêmes ont un besoin de communication de manière régulière. Alors, même si les voies modernes de communication le permettent, mais reste quand même cet esprit d'équipe que le chef d'entreprise souhaite voir perdurer dans son entreprise. Donc, un télétravail à 100% dans les métiers où c'est possible, je n'y crois pas. Maintenant, effectivement, un télétravail d'une journée ou de 2 journées par semaine, pourquoi pas. Pour autant que les personnes puissent travailler dans des conditions satisfaisantes. C'est vrai que c'est assez facile de travailler convenablement chez soi quand on a un bureau à part, qu'on a une maison, qu'on a un jardin, qu'on est dans un certain confort, qu'on est dans un appartement plus petit, sans espace privilégié avec des enfants en bas âge. C'est un petit peu moins confort pour travailler, il faut être très objectif. Voilà, donc sur les bureaux, effectivement, on peut se poser la question de voir des chefs d'entreprise qui vont souhaiter peut-être passer de bureau de diminuer de surface. Et puis, peut-être d'autres prendre plutôt des bureaux seulement quand ils en ont besoin. Voilà, on a une vraie question sur le bureau.
N'empêche qu'on reste toujours sur les fondamentaux, à savoir l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et un bureau qui bénéficie d'un bon emplacement aura toujours un marché et il y aura toujours des candidats locataires, de toute façon. Et ça, c'est un point qu'on regarde en comité club funding, bien évidemment. Hein, c'est des vrais sujets de discussion. Voilà, maintenant, les opérations purement en blanc aujourd'hui sont très compliquées à financer. Ça, c'est une logique. Ça se fait quand même, mais avec des fonds propres demandés par les banquiers qui, bien évidemment, sont à la hausse. Et on l'a vu avec le Covid. Aujourd'hui, nos partenaires bancaires n'arrêtent pas de financer leurs clients, mais demandent des fonds propres supplémentaires. Donc, et ces fonds propres, les clients viennent les chercher, les investisseurs viennent les chercher, notamment auprès de la plateforme Club Funding, puisque on arrive à répondre dans des délais assez rapides et ça leur permet de faire des opérations qui leur dégagent de la marge. Peut-être François, pour rester sur le marché du bureau, et je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est la classe d'actifs qui va être le plus durablement impactée, notamment avec la nouvelle organisation des entreprises avec le télétravail. Alors c'est vrai qu'on avait fait déjà un point sur le marché lorsqu'on avait fait un webinar il y a quelques mois et on avait dit on y verra beaucoup plus clair en septembre. Donc finalement, bon, la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle du Covid, mais c'est que le marché ne s'est pas écroulé. Hein. On avait lu des articles comme quoi le marché pouvait être impacté à hauteur d'une baisse de 30%, voire même 40%. Au final, aujourd'hui, les prix sont à peu près stables. Par contre, il y a eu quelques études de marché qui ont été faites sur le troisième trimestre et c'est vrai que ça reste quand même assez catastrophique au niveau des mises à bail. J'ai un chiffre à vous donner. Sur l'année 2020, ils envisagent de louer à peu près 1,5 million de mètres carrés, alors qu'habituellement, on est plutôt à 2,2 millions. Donc, c'est quand même une grosse différence. Et pour vous donner un autre chiffre, suite à la crise financière de 2008, donc en 2009, on était à 1,9 million. Donc, on est même en dessous de la crise 2009. Donc, c'est sûr que ce n'est pas mirobolant aujourd'hui pour les bureaux. J'en profite, je vous donne un autre chiffre. C'est les nouveaux baux ont chuté de 58% au troisième trimestre 2020. Donc, c'est vrai que tous ces chiffres sont assez alarmistes sur cette classe d'actifs. Après, comme le disait François, ça va particulièrement impacter les bureaux qui sont peut-être plutôt en périphérie, dans des zones qui sont moins attrayantes. Les bureaux dans des emplacements prime comme à Paris ou en première couronne vont être moins impactés. Mais les entreprises vont être davantage regardantes pour prendre à bail des lots. Oui, tout à fait. Peut-être que Gauthier, on peut revenir un petit peu sur les dossiers qu'on passe et qu'on valide en comité depuis la crise, enfin depuis le Covid. C'est vrai qu'on est évidemment beaucoup plus prudent de façon générale, mais d'un point de vue statistique, si tu devais faire un rapport entre habitation, logement, bureau et commerce avant crise et aujourd'hui, quels seraient les pourcentages? Alors, je dirais qu'avant crise, on était quasiment à 50% entre résidentiel, bureau et commerce. Et après crise, on est plutôt autour de 90% au niveau du résidentiel et 10% pour les bureaux. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, on l'expliquait, il y a vraiment moins de visibilité aujourd'hui sur les prix de sortie des bureaux. Après, quand on nous présente des projets d'acquisition de bureaux dans Paris à des prix réellement décotés, bureau ou commerce, hein, quand on est à 5 000 euros du mètre dans des zones recherchées par les clients, il reste encore très peu de risques parce que le marché n'est pas complètement arrêté. Il y aura toujours besoin pour les entreprises de trouver des bureaux. Et d'ailleurs, pour rester un petit peu positif sur le marché des bureaux, on a fait une réunion de travail avec notre notaire qui cherche justement actuellement des bureaux dans des emplacements prime.
Ils cherchent à prendre à bail 500 mètres carrés, et même à l'acquisition, et ils n'ont réellement rien trouvé à l'acquisition. Et quand ils trouvaient des actifs, c'était sur des prix à plus de 20 000 euros du mètre. Donc, ils ne se sont pas positionnés à l'acquisition. Ils vont finalement prendre à bail, et c'est sur des niveaux de loyer qui restent les mêmes qu'avant le Covid. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de baisse, mais finalement, sur le marché en l'état, ça ne s'est pas encore réellement fait ressentir. Les propriétaires restent sur des loyers faciales élevés. Ils vont plutôt négocier avec des preneurs sur des durées de franchise un peu plus longues. Ils vont prendre à leur charge les travaux de rénovation, par exemple. Mais pour le moment, on reste quand même sur des prix qui se tiennent. Et donc, juste pour revenir sur ta question, David, donc sur le résidentiel, on continue et on favorise d'ailleurs les dossiers de nos clients qui se positionnent sur ce type d'actifs. Et d'ailleurs, on aime beaucoup accompagner les entreprises qui sont spécialisées sur l'acquisition de maisons en périphérie, qui peuvent par exemple acheter une maison avec un terrain, diviser le terrain et le revendre, parce que ça, pour le coup, c'est en plein essor. Il y a énormément d'acquéreurs qui recherchent ce type d'actifs, donc en région parisienne. Et d'ailleurs, on a des chiffres qui montrent que les stocks en résidentiel ont diminué sur les 3 derniers mois. Le stock a à peu près diminué de 10%. C'est de 6% à Paris et en Île-de-France de 12%. Je voudrais juste, Gauthier, également préciser qu'on est dans une période historique de taux bas. Donc, c'est quand même aussi un aspect important, c'est que l'accès au crédit pour les particuliers n'a jamais été aussi bas à des conditions financières aussi attractives. Alors, même s'il y a un resserrement de l'octroi des crédits par les banquiers, néanmoins, sur des clients qui respectent les ratios classiques et qui ont des emplois sécurisés quelque part, les banquiers prêtent toujours. On sait que les Français, c'est le placement préféré des Français, et c'est vrai que l'acquisition de la résidence principale reste le moteur, notamment pour les jeunes couples. Donc, on est quand même sur un marché où il y a une forte demande, d'autant plus que les Français anticipent à 73% une hausse des taux d'intérêt, ce qui ne devrait pas se profiler dans les mois à venir. Donc cette anticipation d'une hausse de taux plus une période de Covid qui aurait pu nous laisser penser que ce serait compliqué, les gens qui ont des vrais projets, au contraire, vont accélérer leur projet d'acquisition. Donc, sur le marché résidentiel, honnêtement, je pense que s'il y avait eu une défaillance à craindre, elle serait déjà venue. Et à aujourd'hui, très honnêtement, il y aura des corrections, bien évidemment, secteur par secteur. Mais au global, au niveau national, je ne pense pas qu'on soit dans un scénario catastrophique au niveau du résidentiel. Tout à fait. Et on peut aussi ajouter sur le résidentiel davantage d'afflux de fonds et d'investissements de la part d'institutionnels. Les institutionnels qui étaient à la base en France concentrés sur les actifs tertiaires de bureaux ou commerces, aujourd'hui s'intéressent grandement au résidentiel, qui est, on le constate dans les périodes de crise, plus résilient. Donc, on va voir des institutionnels qui vont prendre en bloc des actifs donc créés par les promoteurs ou même des marchands de biens. Mais en tout cas, ils vont s'y intéresser plus grandement. Ouais, et puis on voit que, pour rester sur la promotion et sur le côté résidentiel, la Caisse des dépôts a beaucoup soutenu le secteur, a racheté des dizaines de milliers de logements en construction auprès de gros opérateurs comme les ICAD, Nexity, et également sa filiale INLI. Donc voilà, il y a un soutien des pouvoirs publics aussi sur ce secteur. Merci à tous. Alors, je vois que le temps file un peu. Je sais qu'on en a d'autres, des questions. Alors, on sera peut-être amené à faire un autre webinaire. Notamment, on avait une question concernant Club Funding, comment on s'était adapté par rapport à cette situation. Est-ce qu'on avait mis en place des nouvelles choses, que ce soit en termes de suivi ou même au niveau de la recherche, de regarder un petit peu
plus en détail les profils des personnes qui viennent nous voir pour financer des projets. Peut-être on va faire une petite phrase rapidement, mais peut-être qu'on fera un focus sur notre webinaire. Très rapidement, sinon, en peut-être 3 points. La première, c'est qu'on a une sélectivité des dossiers qui est plus importante. On va s'orienter, comme on l'a dit, plutôt sur des classes d'actifs qui fonctionnent actuellement et qui sont plus résilientes, comme le résidentiel. Le deuxième point, c'est qu'on met en place, donc, comme le disait David, des garanties plus importantes. On met systématiquement des sûretés, allant même jusqu'à l'hypothèque. On en a davantage ces derniers temps. Et le troisième point, c'est qu'on va financer principalement des clients qu'on connaît, qui nous ont déjà remboursés, et on va être d'autant plus vigilant donc, sur les opérateurs nouveaux. Et d'ailleurs, on pourrait le voir hein, sur les derniers mois. Je pense qu'on a à peu près 70% des dossiers qui sont faits avec des clients existants. Donc, on est vraiment prudent. On le citait tout à l'heure, on a une augmentation du volume, mais notre objectif, on n'est pas du tout dans la course au volume. On conserve une sélectivité très importante. Le volume vient assez naturellement. C'est à partir du moment où on travaille correctement avec des marchands ou des promoteurs qui sont réellement satisfaits de nos services. Ensuite, il y a beaucoup de retombées derrière, étant donné que c'est un petit marché de l'immobilier et c'est plus via ce facteur qu'on augmente les volumes plutôt que la course aux prospects de clients non connus et non référencés sur la place de l'immobilier. Ouais, et peut-être Gauthier, pour compléter ce que tu dis, alors pas sur la partie prospection et nouveaux clients, mais plutôt sur le portefeuille actuel de Club Funding, on fera un webinaire dédié au suivi des entreprises. Du coup, je vous propose que on ne se concentre pas là-dessus. Et puis, les équipes sont disponibles pour répondre à toutes vos questions par téléphone ou par mail à tout moment sur tous les projets. Du coup, je passe à la dernière question et je pense que c'est plutôt François Alain qui va nous éclairer sur ce sujet. Donc, c'est Martine qui nous demande comment réagissent les autres acteurs de financement par rapport à ce contexte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe de leur côté? Est-ce qu'il y a des choses spéciales qui sont mises en place? Voilà, donc François Alain, je vous laisse la parole. Oui, les partenaires bancaires aujourd'hui, hein, ce que je signalais tout à l'heure, peut-être un peu rapidement, les partenaires bancaires aujourd'hui continuent d'accompagner leurs clients, que ce soit la clientèle particulière ou professionnelle. Là-dessus, il n'y a pas eu de défaillance. On a juste eu cette petite période qui était un peu compliquée de la mise en place des PGE, puisque au moment où l'État a effectivement permis cet accompagnement notamment des entreprises, la totalité des équipes dans les banques a été mobilisée pour mettre en place ces PGE, donc ce qui a effectivement pas laissé beaucoup de temps pour les dossiers plus classiques. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que sur le financement des particuliers, il n'y a pas de grand mouvement, hein, parce que les banquiers continuent à accompagner les acquéreurs. Au niveau du marché investisseur, les banquiers continuent également à accompagner les investisseurs sur des opérations patrimoniales en resserrant un peu leurs conditions, notamment sur la partie fonds propres, hein, et d'une manière globale sur les professionnels de l'immobilier ou sur les entreprises. Les projets sont étudiés avec un sérieux et une vision effectivement de confort des garanties. Donc, c'est également une tendance à plutôt accompagner ses anciens clients que d'aller faire de la prospection à tout va, comme le signalait Gauthier. Hein, les banquiers ont la même démarche. Ils servent déjà leurs clients et après seulement les prospects. Resserrement des conditions, notamment au niveau des fonds propres. Donc ça, c'est une évidence de par le contexte, mais également, je dirais, par BAL 3 hein, et les conséquences de la crise de 2007 où les services financiers au niveau mondial se sont organisés pour conforter les fonds propres des banques. Et pour que les banques aient des fonds propres plus importants, ça veut dire qu'on va demander aux clients d'amener plus de fonds propres dans les opérations, afin que la quantité de financement soit inférieure. Donc, le grand trait qui se dégage, c'est un peu plus de fonds propres sur les opérations pour obtenir des accords de prêt, mais les partenaires bancaires jouent le jeu. Aujourd'hui, c'est quand même ce qu'il en ressort.
Merci beaucoup François-Alain. On va pouvoir passer à la troisième partie. Je suis désolée, la deuxième partie était un peu rapide, mais on prendra le temps vraiment de répondre à toutes vos questions dans un autre webinaire. Alors, pour la troisième partie, donc, je vais passer la parole rapidement à David Alnouchi. Comme vous le savez, il y a pas mal de nouveautés qui ont vu le jour dernièrement, notamment ne serait-ce que des optimisations sur la plateforme, notamment l'espace club que vous attendiez depuis un long moment, qui a été totalement refait, beaucoup plus complet. Et je crois que vous en êtes assez content d'après les feedbacks qu'on nous envoie. Donc, merci. Et puis, bien sûr, continuez à nous envoyer vos remarques. C'est fait pour ça. On essaye d'optimiser au jour le jour. Donc, si vous avez encore des commentaires, des demandes d'optimisation, n'hésitez pas à nous les envoyer. On serait ravis de pouvoir y répondre. Deuxième nouveauté, c'est les fameux ajouts, agenda, calendrier des mail teasing. En effet, parce que les collectes sont assez rapides en ce moment. On a senti une espèce de petite frustration de votre côté et en même temps, les mails de lancement arrivaient un peu tardivement. Donc, on a mis en place cet ajout agenda. Donc, désormais, dans les emails teasing que vous recevez, en cliquant sur un bouton, vous pouvez ajouter le projet à votre agenda pour être à l'heure à la collecte. Et enfin, et ça, c'est notre très grande nouveauté qui a vu le jour là, il y a quelques semaines. Donc, c'est Club Funding Asset Management, notre société de gestion. Et je vais donner du coup la parole à David Alnouchi, qui est le président de cette société de gestion. Oui, merci Émilie. C'est vrai qu'on est assez fiers de la création de cette société de gestion. C'est un aboutissement pour Club Funding, un certain signe de maturité. On s'est aperçu au cours des derniers mois et dernières années qu'il y avait trois phénomènes qui nous ont poussé à créer la société de gestion. Le premier, c'est effectivement avec la multiplication des projets qui étaient offerts sur la plateforme. Les investisseurs nous ont fait part de leur souhait de mutualiser leurs investissements et d'avoir accès à une offre mutualisée. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est que comme on a augmenté en volume, de nouveaux investisseurs de type institutionnel ont souhaité participer au financement des projets et ont souhaité avoir accès à ce type de projet. Et ce type d'investisseur ne peut investir que via des véhicules qui sont créés spécialement, des véhicules dédiés. Donc ça, c'est côté investisseur. Et côté entreprise, on a beaucoup d'entreprises qui nous demandaient des interventions un petit peu différentes. Par exemple, sur les opérateurs de type marchand de biens, généralement, ils ne prennent pas de frais de gestion pendant l'opération. Et du coup, c'est vrai que nous, avec notre mécanisme de coupon mensuel, ça leur demandait un effort important de trésorerie. Donc, on était content parce que ça fait partie des fonds propres qu'ils doivent alloués à l'opération, mais ces opérateurs à qui on fait confiance et qui nous font confiance également, on souhaitait les accompagner avec un confort un petit peu différent, avec une solution peut-être plus sur du in fine, peut-être avec des options de type investissement en capital. Et donc tout ça nous a poussé à créer Club Funding Asset Management, donc qui est une société qui a obtenu un agrément de l'AMF début septembre. Donc on a travaillé pendant un an sur ce projet. Donc, c'est une société qui a un capital de 350 000 euros. Il y a aujourd'hui 3 personnes, donc 3 gérants qui travaillent dans cette structure. Et nous avons également eu l'agrément de notre premier fonds, donc parce que vous avez la société et en dessous, dans la société, les différents fonds. Donc, on a notre premier fonds qui est un FCPR, qui a eu son agrément juste avant Patrimonia il y a 2 semaines et qui va offrir une solution d'investissement aux investisseurs particuliers. Donc, l'offre qu'on propose sur ce premier FCPR, c'est un fonds de 3 ans, donc un fonds relativement court, d'une taille de 30 millions d'euros, qui va investir sur une trentaine de projets, donc des projets de 1 million d'euros. Donc, vous voyez qu'on a vraiment reproduit ce que fait Club Funding. Ça sera d'ailleurs parfois des cofinancements avec Club Funding. L'objectif de rendement, c'est 7% net de frais de gestion et l'accompagnement se fera donc
en obligations, comme vous avez l'habitude de le voir sur Club Funding, mais également avec des nouveaux sous-jacents de type obligations convertibles ou actions. Et c'est vrai que, on en parlait tout à l'heure avec Gauthier, mais les entreprises avec lesquelles on travaille, on sent qu'on peut réussir à travailler de façon encore plus étroite et d'être associé sur les projets avec elles. Et du coup, le fait d'être en association va nous permettre d'aller chercher la création de valeur ou de bénéficier, pardon, de la création de valeur des projets. Et ça aura un impact évidemment sur le rendement pour les investisseurs. Donc, le rendement visé est de 7%, mais la plus-value sera rétrocédée aux investisseurs également. Donc voilà, en quelques mots, on aura, Émilie, un webinaire dédié à CFM. On va rentrer avec Elodie et avec Alexandre, les deux autres gérants de la structure, sur les principales caractéristiques de la société de gestion et de ce premier fonds et les ambitions pour CFM. Tout à fait, David. Très prochainement, on vous enverra un petit mail à tous pour vous convier à ce webinaire. Donc, vous aurez toutes les informations à ce moment-là. Je vous remercie à tous. Je vais être très rapide en conclusion parce que dans 3 minutes, on a un super projet qui arrive sur la plateforme, donc passage du cheval blanc. Et je ne veux pas que vous le ratiez. Je sais que vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions, donc je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux et dans l'embarras parce que je sais que ça peut partir vite. Enfin, en tout cas, je croise les doigts. Et donc, tout d'abord, je vais vous remercier. Vous avez été extrêmement nombreux à répondre présent pour ce webinaire. Merci François-Alain d'avoir répondu également présent. Ce fait un plaisir, on ne se connaissait pas, ce fait un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et puis, merci à tous et à très bientôt, déjà sur la plateforme dans quelques minutes. Merci beaucoup, Émilie. Merci, François. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. À bientôt, au revoir.